Est-ce que l'aviation est seulement utilitaire ou est-ce que c'est aussi un domaine où l'esthétique a une place à jouer? Bah, bien sûr que l'esthétique a une place à jouer, évidemment, surtout à notre époque, à l'époque du design qui s'est développé à ce point, l'esthétique a une place à jouer. Mais attention, un fauteuil admirable dans lequel vous ne pourriez pas vous asseoir, ça ne serait pas très utile. Alors, il en est de même d'un aéronef. Vous pouvez avoir le plus beau dessiné par les plus grands designers du monde, s'ils ne veulent pas. Pourquoi avez-vous choisi un Agusta? Ah, j'ai choisi un Agusta, mais là, vous me faites faire la publicité pour une marque. J'ai choisi un Agusta parce que j'avais eu d'autres appareils et même d'autres bimoteurs, un autre bimoteur. Mais j'ai choisi un Agusta parce que c'est vraiment le vrai bimoteur. Vous savez, j'avais adoré un autre appareil qui est Gazelle. J'avais adoré ça. Mais je me rappelle un jour, j'allais à Colmar. J'allais à Colmar pour voir leur étape de Grunewald. Et tout à coup, je suis sur cette forêt noire et je me dis, là, s'il fallait faire une autorotation, ce serait un peu difficile. Et je voyageais beaucoup avec Yves Saint Laurent, comme vous pouvez imaginer, qui n'était pas à bord ce jour-là. Et je me suis dit, si ça arrive avec Yves à mes côtés, ça sera pathétique. Et c'est pour ça, et surtout pour Yves Saint Laurent, que j'ai décidé de me séparer d'Agusta et de prendre un bimoteur. Alors j'ai demandé conseil à un ami pilote, à moi, et c'est ensemble qu'on s'est décidé pour Agusta. Parce qu'en plus, il est beau. Alors, vous parliez d'esthétique. En plus, il n'y a pas que les Italiens au monde, mais en plus, il est italien et il est beau comme une Ferrari. Et quand vous avez commencé de voler dans cette machine dont le contrôle n'est pas évident, est-ce que ça a accroché tout de suite? Est-ce que ça correspondait à ce que vous aviez imaginé? Peut-être pas, mais ça me faisait découvrir un monde nouveau. Je n'avais pas imaginé beaucoup de choses parce que je n'avais pas eu le temps d'y penser longtemps. Mais ça me faisait découvrir un monde nouveau que je ne soupçonnais pas. Puis ça me faisait me découvrir moi-même. Parce que j'étais pas jeune. Voilà. Et ça m'a beaucoup plu. Ça vous met, le pilotage a vite fait de vous mettre face d'une part à vous-même, mais d'autre part face à certaines réalités qui sont impossibles on ne peut pas leur tordre le cou. Non. L'évidence est là. Et on ne peut pas truquer avec rien. Et puis, ça m'a fait apprendre des choses sur le comportement humain. Puis j'ai appris, ça je le dis souvent, parce qu'on vous dit que l'hélicoptère est dangereux. Moi, je sais que l'hélicoptère n'est pas dangereux, que ce sont les pilotes qui sont dangereux. Et puis, j'ai appris, probablement l'aviation, que je connais un peu, l'avion. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr, il faut avoir cette qualité-là aussi, mais pas au niveau d'hélicoptère. J'ai appris que pour être un bon pilote d'hélicoptère, il faut évidemment être un bon pilote. Ça, c'est le b.a.-ba. Mais aussi, il fallait être maître de son comportement et avoir un bon comportement. Parce que vouloir épater son petit ami, sa petite amie, les copains, ça ne marche pas. Vouloir nier, je ne citerai pas de nom, ce n'est pas la peine, mais le nom viendra. Vouloir partir par tous les temps, arriver par tous les temps, même dans le pire des cas, ça, c'est pas un bon pilote d'hélicoptère. Même si en soi, le pilote auquel je pense était un très bon pilote d'hélicoptère. Mais moi, je ne serais jamais monté avec lui. Parce que je savais qu'il n'était pas maître de son comportement. Donc, la moitié de l'exigence qu'il faut pour être un pilote d'hélicoptère, il ne l'avait pas.
il n'y a pas de vol plus facile que d'autres. Un vol, c'est une petite histoire avec un début, une fin et quelque chose entre les deux. Oui, c'est une petite histoire, mais je suis très très content, évidemment, qu'on ait trouvé le GPS, évidemment. Mais ça a enlevé quelque chose. Au moment où je vous parle, pour être tout à fait sincère avec vous, je ne saurais plus faire un triangle de vitesse. Mais combien de pilotes d'aujourd'hui sont encore capables de le faire réellement? Ben oui, mais on moi, est tous passés au GPS. Mais moi, ben c'est ça que je veux dire. Moi, je vous parle d'une époque pas si lointaine, même si j'ai 86 ans, c'est hier tout ça, où il fallait faire un triangle de vitesse, il fallait piloter avec une carte, bien sûr, mais avec son chronomètre. Il fallait, comme je ne vous apprendrai pas, et avec la vue, et rien ne ressemble plus à une voie ferrée qu'une autre voie ferrée, une rivière qu'une autre rivière, et puis il fallait comprendre que les 8 minutes étaient passées, qu'on n'avait pas atteint le but recherché. Tout ça, c'était travail. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que c'est facile, rien n'est facile, mais il y a la grande difficulté de la navigation a disparu. Voilà, complètement. Est-ce que vous vous considérez donc peut-être plus comme un aviateur que comme un pilote? Il y a quand même une nuance dans les deux termes. Je me considère comme un aviateur et comme un pilote. Pour être aviateur, il faut savoir piloter. Ben voilà. Mais ça ne suffit pas. Moi, je me considère, vous savez, moi je le dis, les gens le disent peut-être, moi je sais que si on n'arrive pas du point A au point B, ça m'est arrivé, et pas qu'une fois, il faut savoir retourner, il faut savoir se poser. Et plusieurs fois, je me suis posé dans un champ ou dans un terrain de foot. La dernière fois, je me suis posé, c'était en venant de Nantes, malgré la météo qui donnait, qui consultait, assurait que c'était un beau temps, ou en tout cas à peu près. Voilà. J'étais pris dans un front qui arrivait devant moi et je ne pouvais plus passer, ou vers l'ouest qui ne m'intéressait pas. Donc, j'ai pris la décision de m'arrêter et j'ai avisé un terrain de foot au milieu d'une ville. J'ai fait comme il se doit le tour de repérage, puis je me suis posé. Voilà. L'aviation, ça a donc cette espèce de vertu de simplifier pas mal de choses. D'autres l'ont dit il y a déjà longtemps. Ça simplifie les choses et ça met en face de réalité. Et ça procure, ce faisant, des moments, alors ça peut être du bonheur, ça peut être de la jubilation ou ça peut être de la peur. Vous avez connu tout ça en l'air? La peur, non. L'inquiétude, oui. Jubilation, il ne faut pas exagérer. Oui, le bonheur, oui. C'est une merveille. Vous avez vu de beaux couchers de soleil en arrivant en Bretagne? Vous avez de beaux couchers de soleil, vous avez tout. Ça peut être merveilleux, puis bon, comme la vie, tout d'un coup, comme dans la vie, les choses s'obscurcissent. Est-ce qu'un vol, justement, pour revenir à cette notion, un vol est une histoire avec un début, une fin et une histoire au milieu? Ben oui, puisque vous ne savez pas la fin. Ouais. On ignore la fin de l'histoire. C'est une petite vie? C'est une petite vie, on ignore. Personne ne peut prévoir ce qui va se passer. La preuve, même si la météo vous dit le contraire. Dans la pratique de l'aviation, en particulier dans ce pays, il y a des moments où on est confronté à des délires bureaucratiques qui sont presque vulgaires comparés à ce qu'est réellement l'utilisation de ces machines. Écoutez, si vous me mettez sur ce sujet, je n'aurai pas de mots pour me plaindre des délires bureaucratiques de la France, qui ne respectent même pas la plupart du temps les règles européennes, et qui, en dehors des délires bureaucratiques, il y a des délires qui ne sont pas bureaucratiques. Par exemple, ils ont tout fait pour détruire, et ils vont peut-être y arriver, l'héliport d'ici les Moulineaux, alors que toutes les villes au monde développent un héliport, qu'à New York il y en a 2, qu'à Londres il y en a un,
au milieu de la ville, sur la Tamise. Celui-là, je vous rappelle que l'héliport des Moulineaux était un aéroport. Oui, le premier du monde. Le premier du monde était un aéroport. Et à force de renier, c'est pas très grave s'ils nous laissent ça. À force de faire un hôtel d'un côté, des terrains de tennis de l'autre, des terrains de foot d'un autre, des immeubles ici, hop, on est réduit comme peau de chagrin. Est-ce que c'est un comportement, on va dire, qui correspond à une époque, à une période et à un changement de vision peut-être politique? Non, c'est un comportement qui correspond à des gens qui ne comprennent rien. Voilà, disons-le clairement. Dans ce gouvernement, les gens comprennent parce qu'ils s'en servent. Les ministres d'hiver qu'il faut un hélicoptère. De toute façon, ils partent, s'ils en ont besoin, eux, de l'école militaire. Ouais. Alors, l'usager, le civil, ils s'en foutent. Ça comporte des gens qui ne comprennent pas ce qu'est l'hélicoptère et à quoi il correspond. C'est le cadet de leurs soucis. Et pourtant, on est quand même dans un pays qui est le premier constructeur d'hélicoptères et de moteurs d'hélicoptères au monde, avec Turbomeca. Mais raison de plus. Mais vous savez, on est aussi dans un pays qui possède des marques de voitures et on fait tout pour interdire les voitures. Et il y a beaucoup de vieilles marques de voitures qui étaient prestigieuses et élégantes et qui ont disparu. Oui, mais ça, c'est peut-être pas à cause des prises de décision d'un gouvernement quel qu'il soit. Ça, c'est peut-être l'économie qui fait qu'on n'a peut-être pas pu suivre les marques italiennes, les marques allemandes, sans parler des américaines. Il y a l'hélicoptère et puis il y a l'avion. Vous volez beaucoup aussi. Mais je vole comme passager. Oui. J'ai fait un peu d'avion comme copilote, mais je ne suis pas pilote d'avion. Alors, l'avion par rapport à l'hélico, vous le voyez comment? Écoutez, moi je pense profondément, ce qu'a dit l'ami, à cause duquel ou grâce à qui j'ai fait de l'hélicoptère. Un avion, je me vois pas avoir un avion à Paris pour aller le chercher à Toussuit-le-Noble et puis pour se poser où? Pour avoir la Normandie interdite, le Nord interdit, être obligé d'avoir l'œil rivé sur les prévisions météorologiques. Non. Moi, l'avion, mais je sais très bien que ça peut être formidable pour des gens, mais pas pour moi. Moi, l'avion, pour moi, c'est un moyen de déplacement. Voilà, d'un point à un autre. Donc l'hélico a un élément magique en plus. Ludique. Ludique. Magique, bien sûr, mais ludique. Vous savez, il est très rare, c'est arrivé, que je ne puisse pas du tout partir en hélico, à cause du temps. Ouais. En général, on passe. Et à ce moment-là, vous partez Bah oui. en voiture? Non. Vous ne partez pas? Ça ne m'intéresse pas. Non. J'ai eu une chose en Normandie, à Deauville, à côté de Deauville. J'y suis jamais allé en voiture. Si je peux pas partir en hélico, ça ne m'amuse pas. Ouais. Voilà, parce que m'en fous, on est aussi bien à Paris. Si on ne part pas en Normandie, on va au musée du Louvre ou ailleurs. Vous avez volé ailleurs qu'en France, en hélicoptère? Piloter moi-même, non. Oui. Vous restez dans un environnement que Oui, vous parce que j'ai jamais eu de temps. Ouais. Par exemple, j'aurais adoré voler au Maroc, où j'habite beaucoup de temps, mais jamais eu de temps. J'aurais adoré, c'était un plan que j'avais, descendre d'Espagne, arriver à Tanger, et puis traverser le Maroc. Ouais. Et aller jusqu'à l'Atlas? Ah ben l'Atlas, c'est à côté du Marrakech, beaucoup plus bas que l'Atlas. Ouais. Aller jusqu'au Sahara. Non. Est-ce que vous continuez de voler? Bah, je continue de voler. J'ai plus de licence, alors je continue plus de voler. Je fais ça en copie parfois, mais
vous savez, alors là, je suis obligé de vous parler de moi, je suis désolé. J'ai une maladie qui s'appelle une myopathie, c'est-à-dire la destruction des muscles. Et donc, ça m'empêche maintenant de monter aisément dans un hélicoptère. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est compliqué. Mais néanmoins, vous continuez quand même d'apprécier le vol quand vous pouvez le faire. Ah ben bien sûr, mais bien sûr. Si j'avais pas des problèmes, et si je me retrouvais dans un hélicoptère comme ça par magie, évidemment. Est-ce que ça a ajouté au bilan une espèce de dimension, la troisième ou peut-être une autre dimension même encore, à une vie qui est quand même une vie Bien sûr. extraordinaire? Je ne sais pas si elle est extraordinaire, Oh, si. mais ce que je sais, c'est que, en effet, mais c'est comme apprendre une langue étrangère. C'est formidable d'apprendre une langue étrangère. Une langue étrangère qui sert à quelque chose. Ben, c'est ce qui m'est arrivé avec l'aviation. C'est un monde que j'ignorais. Je prenais l'avion ô combien pour son métier. Je ne sais pas combien de fois je suis allé en Amérique et combien de fois au Japon. Donc l'avion m'était familier. Mais je n'avais jamais vu les coulisses de l'aviation. Là, vous avez les coulisses de l'aviation et puis vous êtes en même temps acteur. Ouais. Vous en pénétrez sur scène. Avant, vous étiez un spectateur. Vous vous êtes senti, pour terminer, vous vous êtes senti enrichi pour le reste de la vie, par le fait d'être devenu responsable de votre vol. Ben oui, on se sent toujours enrichi. C'est comme une langue étrangère, c'est comme autre chose. Une langue étrangère vous permet d'aller au plus profond de la littérature étrangère et de vous déplacer dans un pays sans difficulté parce que vous parlez la langue. Ben, l'aviation, apprendre l'aviation, si j'ose dire, est-ce qu'on apprend l'aviation? En tout cas, pénétrer dans les coulisses de l'aviation, comme j'ai dit à un moment, bien sûr, on s'enrichit. C'est un monde de beauté? Pas forcément. Pas forcément de beauté. C'est un monde tout court? C'est un monde tout court, avec la beauté, avec les choses moins bien, avec les difficultés, avec tout ce que ça représente. Mais c'est un monde. Donc c'est un autre monde. C'est un autre monde. Mais vous vous l'êtes approprié. Est-ce que je me suis approprié? Oui. En tout cas, j'ai patrouillé dans cet autre monde. Et je le connais un petit peu maintenant. Merci beaucoup.